Et à 7h42 aujourd'hui, la Hongrie, dans les matins de France Culture, comprendre ce qui se passe en Hongrie. Le titre de travail de l'émission, c'est un repli nationaliste à l'épreuve de l'Europe. Point d'interrogation. Je ne sais si la question vous paraît pertinente. Bonjour Florence Labruyère. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc journaliste, spécialiste de l'Europe centrale des Balkans, basé à Budapest depuis très longtemps, alors que vous pensiez ne vous y installer que pour quelques mois. C'était au tout début des années 90 ? Oui, c'était en 1990. Et ma première visite à Budapest remonte à 1989 même. Voilà, vous faisiez quelques déjà reportages pour la presse française en disant j'y resterai pas longtemps, et ça fait plus de 20 ans. Voilà, j'ai été prise dans l'engrenage. Ouais. Et donc on vous écoute bien sûr, notamment à Radio France beaucoup, à RFI, et on peut vous lire dans l'Express et notamment aussi dans Libération. Ce matin, le journal ouvre ses premières pages avec votre correspondance depuis Budapest, mais en vacances à Paris. Vous avez été rattrapé par nous pour tout comprendre sur ce pays, et vous êtes en compagnie de Paul Gradwohl. Bonjour Paul Gradwohl. Bonjour. Historien réputé notamment pour être le meilleur spécialiste français de la Hongrie. J'en suis désolé. Bon voilà, auteur notamment de Culture et Identité en Europe centrale, canon littéraire et vision de l'histoire. Nous recevions hier, dans le cadre des émissions politiques en vue de la présidentielle, au matin, le numéro 2 du Front National qui affirmait à ce micro, on lui demandait son commentaire sur l'actualité internationale: « Je ne suis pas hongrois, mais j'ai l'impression que le peuple hongrois a voulu cela. Il a voté pour ses dirigeants et ses dirigeants ont mis en place le programme pour lequel ils ont été élus. » Cela, c'est donc un ensemble de nouvelles lois autoritaires inscrites dans la Constitution, dont on peut quand même éventuellement se demander si les 53% d'électeurs qui ont voté pour le parti de Viktor Orban en 2010 ont réellement donc voulu ce programme. C'est de cela dont nous allons parler avec vous ce matin, avec un petit rappel. Cela fait donc 18 mois que le dissident, qui en 88 défiait le pouvoir communiste, a entrepris en tant que Premier ministre un durcissement du régime politique hongrois. Après la loi permettant au pouvoir notamment d'encadrer l'activité des médias, adoptée il y a déjà un an, la nouvelle constitution hongroise, voulue par Viktor Orban, est entrée en vigueur ce dimanche, et elle surprend par ses accents très nationalistes. L'appellation République de Hongrie disparaît par exemple du texte au seul profit de la seule appellation Hongrie. Une Hongrie qui fait de plus en plus penser à la bordurie. C'est un blog associé au site slate.fr qui établit une comparaison entre la Hongrie de Viktor Orban et le pays imaginé par Hergé dans Tintin, archétype du pays autoritaire d'Europe centrale. Vous êtes d'accord avec cette comparaison, la Hongrie, la bordurie d'Hergé, Florence Labruyère ? Bah oui, il y a pas mal de manifestations en ce moment à Budapest, et parmi les pancartes des manifestants, on en voit par exemple à bas l'Orbanistan, on ne veut pas vivre au Madiaristan, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est peut-être un petit peu excessif, mais le glissement vers un régime autoritaire est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que même les observateurs les plus pessimistes ne pouvaient le penser. Alors pour revenir à votre première interrogation, est-ce que c'est ce que voulaient les électeurs de droite en votant Orban ? Enfin, les électeurs tout court, 53%, c'est vrai qu'après tout, c'est pas une petite victoire. Non, c'est une grosse victoire, et beaucoup de gouvernements en Europe aimeraient avoir une majorité aussi confortable. 53% des voix. Mais c'était celle, je crois, de Nicolas Sarkozy il y a 5 ans. 50%. Voilà, ça donne plus de 2/3 des sièges au Parlement. Ça permet au parti du Fidesz, donc l'Alliance des jeunes démocrates, parti de droite très conservateur de Viktor Orban, de gouverner seul, sans s'allier avec un partenaire de coalition. Donc vraiment de faire une politique de bonne gouvernance, en fait. Et je crois que c'est pour ça que les électeurs avaient voté pour lui. Je me souviens d'avoir interrogé beaucoup de gens avant les élections qui me disaient il faut absolument que le Fidesz ait une très large majorité pour qu'il ne soit pas tenté de gouverner avec l'extrême droite qui montait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les électeurs de droite qui sont dans la rue, c'est vrai, mais ils sont déçus. Alors même question, et voilà, quelle réponse vous faites à cette introduction-là, justement, Paul Gradwohl ? Bien, l'analyse du spécialiste des relations internationales du Front National français est intéressante, mais totalement fausse. Aujourd'hui, 80% de la population hongroise pense, c'est un sondage du début décembre, que le pays va dans la mauvaise direction.
ce taux d'insatisfaction est exactement le même qu'à la veille des élections de 2010. Et c'est sur cette base-là que Orbán a pu prendre le pouvoir. Donc, il n'y a pas d'enthousiasme du tout de la population hongroise pour les mesures qui sont prises. Deuxième chose, Orbán, quand il est arrivé au pouvoir dans la campagne de 2010, n'a jamais annoncé qu'il allait faire la Constitution qu'il a faite maintenant. C'était pas dans le programme officiel. Franchement, on n'y connaît pas grand-chose, donc on vous fait confiance. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Ce n'était pas dans le programme officiel, mais toute une série de mesures ont même été modifiées entre les annonces de l'été 2010 et ce qui est aujourd'hui dans la Constitution et les lois qui sont en fait des parties de la Constitution et qui ont été votées en rafale. Plus d'une quinzaine de textes. Profitant d'une majorité en même temps démocratiquement acquise. Oui, mais la technique adoptée est très particulière. On vote une constitution en avril, on l'applique le 1er décembre qui suit, on vote une loi sur la presse, on l'applique en partie 6 mois plus tard, mais en fait, on fait jouer les clauses de cette loi 6 mois encore après, on le voit maintenant, et tout n'est pas encore à l'œuvre. Donc il y a... C'est-à-dire qu'elles étaient rétroactives, ces lois-là. Beaucoup de lois votées récemment sont rétroactives, oui. Certaines lois sont rétroactives, mais surtout, la réaction de la population est très difficile parce qu'on ne sait pas quand il faut réagir, au moment du premier débat, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, au moment de son application qui est délayée dans le temps. Et en plus, les lois étant imbriquées les unes dans les autres, on voit sortir le loup du bois, quelquefois avec 18 mois de retard avec le débat parlementaire. Alors, juste pour bien comprendre aussi, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'histoire politique récente, on va dire, sur qui est Viktor Orbán, qui n'est peut-être pas tout à fait familier de tous les auditeurs, et comment il a conduit son parti, le Fidesz, qui est au départ un parti de centre-droit, disait-on, vers une droite plutôt dure, en parallèle avec la montée du parti populiste Jobbik. Mais déjà, Viktor Orbán. Alors, Viktor Orbán, en 88, est un très jeune homme qui était encore étudiant. Sans cravate et en chemise froissée, écrit Florence Labruyère. Elle a raison. Je peux en témoigner. Il n'était pas dissident parce qu'on ne peut pas vraiment parler de dissident dans son cas. C'est quelqu'un qui a eu une bourse, qui a été étudié en Angleterre, avec d'ailleurs l'argent de Georges Soros, que depuis, bien sûr, il conspue. Il était très ami avec l'ambassadeur américain de l'époque, Mark Palmer, qui vient de déclarer qu'il a quitté le droit chemin et qui propose de recréer Radio Europe Libre en Hongrie, en hongrois. Ce qui est quand même assez frappant comme proposition. C'est donc quelqu'un qui a commencé sur une base presque gauchiste, qui critiquait le nationalisme du MDF, qui aujourd'hui semble d'une douceur par rapport à ce qu'on connaît, incroyable, et qui en 93, sentant que le MDF était en train de s'effondrer, c'était le Forum démocratique hongrois, c'est le parti qui a gagné les élections de avril-mai 90, avec seulement un peu moins de 24% des voix. 8h16, Servustok, Brice Couturier. Excusez-moi, je ne parle pas le hongrois. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait bien le prononcer? Servustok? Super, oui, très bien. Et vous nous dites bonne année aussi, t'en connais Boldog új évet. Boldog új évet. Voilà, oui. Bon. Et bien voilà, Brice Couturier. Écoutez, moi je vais vous parler d'économie hongroise parce que ça me semble être un pays extraordinaire en Europe, un cas d'école grandeur nature comme il y en a peu. Je ne comprends pas bien pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi tous les critiques de l'indépendance de la BCE, tous ceux qui estiment que la crise des dettes publiques en Europe pourrait être facilement résolue par leur monétisation, ceux qui croient que nos problèmes à l'exportation proviennent de la surévaluation de l'euro. Non, je ne comprends pas pourquoi tous ces souverainistes, de droite comme de gauche, ne courent pas à Budapest soutenir Viktor Orbán. Car enfin, voici un politicien qui met en œuvre les recettes même qu'il préconise ici. À la recherche d'un, je cite, modèle alternatif au capitalisme occidental, comme il l'a confié à son homologue hongrois il y a quelques semaines, le Premier ministre hongrois n'est-il pas en train de s'affranchir des règles fixées par Bruxelles? Le plein d'essence à Budapest coûte 10% du salaire moyen, mais enfin c'est pour une bonne cause, la dévaluation compétitive. Car si le gouvernement hongrois a laissé sa monnaie perdre 16% de sa valeur en 6 mois, c'est pour regagner des parts de marché à l'exportation. Viktor Orbán est un homme qui croit que la politique doit dicter sa loi à l'économie et
non l'inverse. Un homme qui renforce le pouvoir de l'État et pour lequel l'idée de souveraineté nationale est sacrée. Il n'a pas de mots assez durs pour dénoncer le caractère spéculatif des marchés. Pensez, ils osent réclamer 9,9% d'intérêt pour prêter à la Hongrie. C'est bien la preuve de leur perversité fondamentale. Il faut dire qu'il y a un vrai complot contre la Hongrie d'Orban. La preuve, les agences de notation, presque toutes américaines comme on sait, estiment que la dette publique du pays présente un caractère spéculatif. Mais Viktor Orban s'en moque et il les renvoie à la niche. J'allais oublier la TVA sociale, dernière trouvaille du gouvernement français, censée avoir les effets d'une dévaluation puisqu'elle renchérit les coûts des produits importés et permet une baisse des charges sociales payées par les entreprises. Eh bien, si le niveau des prélèvements sur la consommation mesure le degré de socialité d'une TVA, eh bien la Hongrie bénéficie de la TVA la plus sociale d'Europe, puisqu'elle atteint 27%. Bref, toute la panoplie des recettes des docteurs Yaka du monde sont en cours d'application en ce moment en Hongrie. Par ailleurs, le président de la Cour suprême hongroise s'opposait à l'autorité de l'exécutif. Pas de problème, on démet cet agent de l'étranger. La Cour budgétaire, équivalent de notre Cour des comptes, estimait que le rythme de la dépense publique n'était pas compatible avec des rentrées fiscales bridées par la flat tax. C'est là une mentalité purement comptable. Fini la Cour budgétaire, rayée d'un trait de plume. Le directeur de la Banque centrale hongroise s'opposait à ce que le gouvernement mette la main sur les 35 milliards d'euros de réserves accumulées dans ses coffres. Orban a mis fin à l'indépendance de la Banque centrale, ce que réclament tous les souverainistes d'Europe. La Commission européenne et le FMI exigent que le gouvernement s'attaque à la dette publique hongroise. Elle atteint 82% du PIB. 82%. Et alors, c'est moins que la France avec ses 85%. On ne va pas plier devant ces représentants patentés de l'orthodoxie financière. Place à l'autre économie, celle qui saura s'affranchir du principe de réalité. Trêve de plaisanterie. La Hongrie est un pays gouverné pour son malheur par un parti, le Fidesz, qui non seulement a emporté une victoire électorale en forme de raz-de-marée, mais où l'opposition est divisée entre socialistes et extrême droite, Jobbik. Cela a permis à son leader de supprimer de manière parfaitement légale tous les contre-pouvoirs institutionnels. Si la presse écrite est pluraliste et libre, la majorité des Hongrois sont informés par des radios et des télévisions qui, dès le mois prochain, avec la fin de Club Radio, seront toutes contrôlées par le pouvoir. La Hongrie n'est pas une dictature, mais elle connaît une dérive autoritaire inquiétante qui transgresse les règles édictées par l'Union européenne. Le seul pouvoir qui puisse s'opposer à celui de Viktor Orban est désormais celui de l'argent. Le pays a un besoin urgent de refinancement, 15 milliards d'euros cette année. Il dépend donc de la bonne volonté de la Commission européenne, de la BCE et du FMI. Il n'y a plus qu'eux pour ramener le gouvernement hongrois à la raison. Commentaire à la chronique de Brice Couturier que l'on peut réécouter, télécharger sur franceculture.fr. Florence Labruyère, Paul Gradwold. Florence Labruyère. Oui, effectivement, c'est un portrait un petit peu rapide, mais assez exact de la situation économique. Je dirais aussi que en Europe centrale, la Hongrie fait aussi figure d'exception parce que 5% de la société, des couches supérieures de la société, ont un revenu qui est 11 fois supérieur à celui des Hongrois les plus pauvres. C'est un écart énorme et c'est l'écart le plus grand, c'est le fossé le plus grand en fait dans les sociétés d'Europe centrale. Et ce fossé s'est encore élargi depuis que Orban est au pouvoir avec une politique fiscale qui favorise beaucoup les riches. Paul Gradwold. Oui, juste un rappel qui sans doute plaira à notre ami Brice Couturier. Le porte-parole du gouvernement hier a violemment critiqué la Banque nationale qui avait eu le culot de sortir des chiffres de dette publique qui tenaient compte de la valeur des devises étrangères et pas seulement du forint. Ce qui a été présenté comme une odieuse manœuvre antinationale. Et sur le site de la Banque nationale hongroise, quand on l'ouvre en hongrois, on peut voir aujourd'hui, à la date du 30 décembre, un communiqué officiel de la banque s'inquiétant du caractère non conforme aux normes européennes de la nouvelle législation qui visait à la contrôler. Il faut dire que le gouvernement, malgré toutes ses rodomontades, n'a pas mis en exécution tous ses projets et qu'aujourd'hui, pour l'instant, à l'heure qu'il est, c'est toujours le même gouverneur de la Banque centrale qui n'obéit toujours pas, comme on l'a vu, à toutes les injonctions du pouvoir. Mais pour l'instant, mais il va être mis en laisse. Il s'est vu adjoint, tout de même, un commissaire politique, ce président de la Banque centrale, pour contrôler sa politique, justement, quand même, face à ses actions. Et oui, mais ça ne fonctionne pas encore tout à fait. Nous reviendrons peut-être à cette technique. Voilà, et 6 des 9 membres du Conseil monétaire de la Banque centrale en Hongrie seront dorénavant nommés par le gouvernement. Oui, et puis surtout, il y a un projet de fusion
Banque centrale et autorité des marchés, Voilà. Qui seraient donc fusionnés en un seul organisme, et le parti au pouvoir nommerait un super chef qui serait au-dessus du gouverneur András Simor. Donc celui-ci ne serait plus que numéro 2 de la Banque centrale. Alors là aussi, c'est en devenir, hein. Je dois dire que le porte-parole de Viktor Orban a dit quand même hier soir qu'ils étaient prêts peut-être à accueillir les suggestions de la Commission européenne. Il y a peut-être là une main tendue vers Bruxelles. Peut-être, il est possible, hein, tout de même que le gouvernement Orban ait voulu voter ces lois très vite pour être en position de force et pour partir vers la négociation en position de force. Mais quid quand même du crédit que Viktor Orban réclame, demande au FMI et à la Commission européenne sur le crédit de 15 à 20 milliards d'euros qui pourraient ne pas être versés, puisque cette nouvelle constitution et ce qui se passe en Hongrie en ce moment pourrait être sanctionné par l'Europe, même si dans le même temps les réactions sont relativement tièdes pour l'instant, après tout, les réactions européennes à ce qui se passe en Hongrie. Vous avez une explication à cela, et qu'est-ce qui peut se passer sur la question économique, parce que ça va quand même pas très fort, la situation économique hongroise. Oui. Rationnellement, oui, si ce gouvernement était rationnel, bien sûr qu'il se plierait aux exigences, aux demandes de la Commission européenne et du FMI, parce que accepter demander ce crédit, c'était raisonnable. Ils l'ont fait un peu tard, hein, mais c'est raisonnable. Ça va rassurer les marchés. Une ligne de crédit avec le FMI, ça ne signifie pas qu'on va prendre ce crédit. Ça signifie qu'elle est ouverte. Oui. Et qu'on peut l'utiliser comme on veut. Ça rassure les investisseurs, ça rassure les marchés. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ça le principal problème, parce que si le forint a tellement dévissé... il a perdu 20% par rapport à l'euro au cours des 3 derniers mois. Alors, c'est aussi dû à la crise de l'euro. Il n'y a pas que la crise hongroise, mais en même temps, les autres monnaies ont beaucoup moins dévissé. La couronne tchèque a très très peu perdu, les autres monnaies aussi. Donc c'est vraiment, le forint, c'est vraiment dû. D'ailleurs, dans sa lettre à Viktor Orban, datée du 18 décembre, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, disait clairement, sans aucune ambiguïté, certes, la Hongrie souffre de la crise économique mondiale, mais les sources principales des problèmes résident dans votre politique. Paul Gradvol et puis Brice Couturier. Un point supplémentaire, comme l'a indiqué très brièvement Brice Couturier, ce qui se passe, c'est que le gouvernement hongrois ne transmet pas en temps voulu les informations sur ces projets législatifs aux autorités européennes, ou les transmet de façon tronquée. Puisque comme ils changent les projets en cours de route, ce que les députés ne voient pas, les gens de la Commission ne le voient pas non plus. Résultat, l'obligation qui est faite d'harmoniser la législation nationale ex ante avec la législation européenne en vigueur n'est pas respectée, contrairement à ce que dit le gouvernement, qui affirme haut et fort que tous ces projets sont complètement conformes aux normes européennes, même quand Barroso dit le contraire. D'un mot, je vous donne la parole, Brice, mais d'un mot, vous, hors micro, et donc c'est intéressant que vous nous le redisiez, vous nous disiez dans le temps du journal que les députés actuellement ne savent pas réellement ce qu'ils votent au Parlement hongrois. Ça va à une telle vitesse, ce tsunami législatif, que les députés eux-mêmes ne peuvent plus suivre. Il faut savoir que tous ces députés ont été choisis, sélectionnés en tant que candidats aux élections par Viktor Orban personnellement. Il les a tous interviewés personnellement, un par un. Et je crois qu'il les a sélectionnés plus sur le critère de loyauté, de fidélité au parti, d'obéissance, de docilité, que sur leurs réelles compétences. Et je crois qu'il y a un tiers des députés qui suit de manière fanatique Viktor Orban, un tiers qui comprend un peu ce qui se passe mais qui n'ose pas trop rien dire, qui a un peu peur peut-être évidemment de représailles, et puis un autre tiers qui comprend absolument rien, qui appuie sur le bouton et qui ne lise pas. Ah oui, sur les 3 tiers, vous n'en sauvez pas un quand même. Oui, c'est pardon, je crois. Vous allez me dire qu'il avait un tiers qui résistait ou qui. On peut donner donc un exemple comique. Oui, Paul Gradvol. À Budapest, il y a une place très connue qui s'appelle la place Moscou, qui s'appelait déjà la place Moscou il y a très longtemps, qu'on a renommée d'un nom bien national. Eh bien, c'est pourtant un thème qui n'a échappé à aucun député, vous imaginez bien. Dans la loi électorale, c'est passé X fois sous les yeux de ces braves députés, ils ne s'en sont pas rendus compte. Il y a la liste des circonscriptions avec la description à ce niveau-là. Et quelque chose d'aussi énorme leur a échappé. Brice Couturier.
Il y a quand même eu, on le mentionne pas assez, il y a quand même eu 2 lettres de Manuel Barroso qui sont extrêmement comminatoires à l'égard de Orban, lui disant qu'il fallait qu'il rentre dans les clous et qu'il retrouve un minimum d'orthodoxie, notamment budgétaire, en laissant la Banque centrale indépendante, ce qui est un des canons vraiment de base de Bruxelles que dénoncent donc les souverainistes de tous bords. Mais il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer entre la Commission européenne et la Hongrie, c'est une forme de chantage, à savoir, on veut bien repasser à la caisse et vous donner les 15 milliards dont vous avez un besoin urgent, à condition que vous vous mettiez en conformité. Mais il faut voir que ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé avec Berlusconi il y a quelques mois, à savoir que la Commission européenne, avec le FMI, est en train d'essayer de retirer un gouvernant élu démocratiquement des fonctions qu'il occupe. Et je vois dans la presse hongroise, traduite en français, je ne lis pas le hongrois, je le disais, sous la plume de Gaspar Miklos Tamas, dans un journal de Budapest qui s'appelle Eti Villa Gazdazag, je crois que je prononce très très mal, la chose suivante qui m'interpelle. Il écrit, ce journaliste, « Si la protection des institutions démocratiques, c'est-à-dire l'intervention de l'Union européenne, va forcément de pair avec un appauvrissement continuel du peuple hongrois, il ne faut pas s'étonner que les citoyens hongrois ne s'enthousiasment pas pour le couple restauration de la démocratie libérale et misère. Les citoyens hongrois n'ont pas mandaté les puissances occidentales pour changer la politique de leur pays. Contraindre à la démocratie par des moyens antidémocratiques venus de l'extérieur ne se justifie pas. » On voit bien donc comment le raisonnement peut être celui du Fidesz, à savoir on veut nous faire rentrer dans les clous, on veut nous imposer une orthodoxie budgétaire venue des puissances occidentales, FMI, Union européenne, et nous, peuple hongrois, on va souffrir, parce que ça veut dire évidemment davantage d'austérité. Oui, Paul Gradvold, sur cette question. Oui, là, ce qui est très important, c'est le discours qui veut que le mal vienne de l'extérieur et que le bien vienne de la pureté nationale. Le seul problème, c'est que Orban est au pouvoir depuis maintenant 2010, qu'il avait déjà gouverné de 1998 à 2002, et que quand on voit la dépréciation du pouvoir aux yeux de l'opinion publique aujourd'hui, on comprend que ce discours trouve aussi ses limites. Florence Labruyère. Oui, et puis je crois qu'une partie croissante de la population commence à comprendre, notamment avec la chute du forint, que si ça va mal, c'est peut-être aussi à cause du gouvernement. Moi, je connais de plus en plus de Hongrois qui me disent, alors ce sont des gens qui ont des économies qui appartiennent peut-être à une couche un peu moyenne, mais qui foncent à Vienne en ce moment pour ouvrir des comptes en banque en Autriche. On peut ouvrir un compte en banque très facilement, on n'a pas besoin d'être résident en Autriche. Et quand le gouvernement Orban a nationalisé les fonds de pension, il y a 1 an, ce qui s'apparentait à un hold-up, c'est vraiment la confiscation d'une épargne privée, régie par des contrats de droit privé. On a vu des panneaux d'affichage publicitaire au bord de l'autoroute qui va à Vienne. 3 heures d'autoroute, on y est rapidement. Et ces panneaux, c'était de la pub faite par les banques autrichiennes qui disaient « Venez mettre votre argent chez nous, au moins il sera en sécurité ». Voilà. Et c'est un peu ça. Là, les Hongrois sont vraiment en train d'exporter leur épargne. Donc, ils ont compris. Mais que pensez-vous de mon idée qu'il s'agit en fait d'un cas d'expérimentation grandeur nature, d'un certain nombre de théories qui ont tous les docteurs IACA, comme je dis, qui disent effectivement il n'y a qu'à contrôler les banques centrales, leur imposer la politique du gouvernement, mettre la main sur les réserves de devises de change, etc. Je crois que c'est plus... ce n'est pas une politique orthodoxe qui a été mûrement réfléchie, ça, elle n'est pas orthodoxe du tout, je vous le concède. C'est le contraire. Mais ça ne procède pas d'un programme établi depuis longtemps. Je crois que c'est complètement improvisé. Et c'est ce qui me frappe, moi, c'est que Viktor Orban a été dans l'opposition pendant 8 ans. Il a eu le temps de se préparer au pouvoir. Il voyait venir sa conquête. L'usure de la gauche et des libéraux était évidente. Une gauche et des libéraux usés par des tas de scandales aussi, par la corruption, etc., par l'abus de biens sociaux. Donc il a eu vraiment le temps de mettre en œuvre un programme. Et ce qui frappe tout le monde, c'est l'improvisation complète et c'est le dilettantisme économique dont fait preuve ce gouvernement. Et il faut aussi voir qu'il y a une particularité de l'Europe centrale, c'est que les partis de gauche étrangement sont des partis ultralibéraux. Alors ça aussi, on comprend très mal en France, en Occident, en Europe occidentale, mais comme en Pologne ou comme en Slovaquie, les partis de gauche sont des partis ultralibéraux et très pro-occidentaux, comme on dit. Alors que les partis de droite, bizarrement, sont, parce qu'ils sont un peu chrétiens ou socio-chrétiens, plus sociaux et plus nationalistes. Et qu'évidemment, ils ressentent les tentatives de libéralisation de l'économie comme imposées de l'extérieur par l'Union européenne. Et une atteinte à la nation. Et une atteinte à l'idéal national. Le concept droite-gauche ne marche pas. On ne peut pas définir la droite et la gauche hongroise comme on le définit en France. Et ça ne marche pas tellement en Europe centrale non plus. Un confrère et ami, Jean-Pierre Clerc, qui a longtemps été correspondant du Monde en Amérique latine,
avait trouvé son théorème, il l'appelait le théorème clair, pour dire en Amérique latine, c'est pas tellement la division entre droite et gauche qui caractérise les forces politiques, c'est la division, c'est ce qui sépare les nationaux, les nationalistes des libéraux. Et je crois que ce concept s'applique tout à fait aussi à l'Europe centrale. Les nationalistes patriotiques et puis les libéraux ouverts à l'Occident. Mais alors, est-ce que, par exemple, avec ce qui se passe en Hongrie, il faut y voir là une sorte de laboratoire, au fond, de ce qu'on y faisait référence hier, entre autres aussi, Dominique Régnier, appelle les nationalismes, les populismes nationaux qui renaissent aujourd'hui en Europe un peu partout, accompagnés par un souverainisme très particulier. Bon, voilà, est-ce qu'au fond, la Hongrie tire la première, Paul Gradwohl? Alors, la Hongrie tire peut-être la première, encore qu'il y a des précédents dans la Ligue lombarde et quelques autres qui ne sont pas proprement hongrois. Ou le PiS polonais. Oui. Bien évidemment. Deuxième chose, la Hongrie s'appuie sur son expérience de l'entre-deux-guerres, puisque le modèle officiel de la Hongrie aujourd'hui, c'est la Hongrie du régent Horthy. C'est donc un pouvoir autoritaire qu'on ne peut pas vraiment contester par les urnes, où il y a une opposition d'opérette. Donc on est vraiment effectivement dans un monde d'opérette, comme on le disait entre nous tout à l'heure. Et ce qu'il faut rappeler, et qui est quand même très important, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de restaurer un ordre moral. Ça rappelle ce que faisait le PiS en Pologne, en s'appuyant sur une église catholique extrêmement conservatrice, avec une population qui est beaucoup moins religieuse en termes de pratiques religieuses qu'en Pologne. Et on joue à la Hongrie éternelle, avec une population qui est beaucoup plus urbaine, qui ne pratique plus religieusement, et on tente, par exemple, de parler d'une politique familiale dans un pays qui est en crise démographique, où la seule vraie politique familiale qui existe, c'est le fait que les Tziganes ont beaucoup d'enfants, mais les Tziganes sont placés par la Constitution à la marge de la population, puisque quand vous relisez le préambule de cette Constitution, c'est le Hongrois avec un grand H, y compris le Hongrois de Cleveland ou de Bratislava, qui compte plus que le Tzigane ou l'Allemand, qui, historiquement, est là depuis le Moyen-Âge. Caroline Eliachev. Oui, justement, parce que vous avez parlé de politique familiale, après avoir parlé d'économie, je me demandais si ce qui est en train de se passer a une influence, par exemple, sur le statut des femmes et sur l'éducation des enfants. Est-ce que déjà vous pouvez voir des conséquences ? Florence Oui, pas tellement sur le statut des femmes, mais sur l'éducation, oui. Il y a une loi sur l'éducation extrêmement conservatrice qui vient d'être votée. Des écoles, un certain nombre d'écoles, 70 je crois déjà, qui ont été données à l'Église, parce que les municipalités n'ont plus les moyens de les gérer, de les entretenir. On a remis à l'ordre du jour la prière le matin à l'école, dans les écoles publiques. Voilà, donc on va vers quelque chose de très conservateur. Et effectivement, ça me paraît pas du tout en phase avec la société hongroise. Je crois qu'il y a un décalage. On essaie d'imposer quelque chose à la société hongroise, une espèce de recatholisation forcée qui, à mon avis, ne va pas prendre. Je ne vois pas tellement comment ça peut prendre. Et pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je pense que je vois plutôt le modèle des Balkans, en fait. Je vois j'ai une impression de déjà-vu avec ce qu'on a vu avec Milosevic et Tudjman en Croatie, en Serbie. Et aussi un parti qui devient mafieux. Brice ? Alors, oui, ça m'amène à un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de la Grande Hongrie. Le fait que le gouvernement hongrois vienne de donner le droit de vote à ces minorités hongroises habitant en Croatie, en Slovaquie et ailleurs. Ça, c'est vraiment très dangereux. Imaginez que l'Allemagne, par exemple, donne le droit de vote au Bundestag aux citoyens français résidant en Alsace et en Lorraine, sous prétexte qu'ils sont d'ethnie germanique. Vous imaginez la panique des Slovaques, des régimes slovaques et croates qui voient effectivement leur minorité hongroise d'un seul coup devenir citoyen quelque part d'un autre pays sous prétexte d'appartenance à une minorité nationale. Là, il y a quelque chose aussi de très dangereux. Là, ça n'est pas un retour de boomerang de l'histoire compliquée de la Hongrie qui s'est vue découpée à plusieurs reprises, soit par le traité de Trianon, soit après la Seconde Guerre mondiale, en se voyant constamment, au fond, redessiner, qui peut entraîner, qui sait, une sorte de nostalgie nationale qui donnerait l'idée qu'on retrouverait le grand peuple disséminé à cause de l'étranger. L'étranger auparavant ou l'argent de la finance mondiale aujourd'hui. Paul Gradwohl. Bien évidemment, le pouvoir actuel fonde tout son discours historique
sur l'injustice historique commise par le traité de Trianon Trianon, après la Première Guerre 1920. mondiale, 4 juin 1920, entré en vigueur en 21. Et c'est le fondement du discours historique aujourd'hui dans les écoles hongroises, si on en croit la Constitution. Et une des particularités de la réforme, pour répondre à Caroline Eliatchev, c'est que les programmes nationaux sont remis en vigueur et donc le contenu de l'enseignement est balisé de façon extrêmement sérieuse. Avec, notamment pour les professeurs d'histoire et de littérature, une pression toute particulière. Alors, il faut savoir que même à l'été 2010, les députés de la Fidesz n'avaient pas encore conscience qu'ils allaient voter un droit Donc de le parti vote. de Viktor Orban. Donc le parti de Viktor Orban n'était pas encore très conscient de l'étendue qu'il allait donner à ce droit de vote des citoyens qui étaient en fait des doubles citoyens. Et en particulier, même le Parti socialiste en opposition aujourd'hui serait d'accord à leur donner sous une certaine forme le droit de vote. Mais par contre, les faire intervenir sur les affaires budgétaires hongroises alors qu'ils ne payent pas d'impôts semble exagéré à beaucoup de gens. S'attribuer des aides à eux en tant que Hongrois de l'étranger semble assez cavalier. Là, c'est ce type de choses qui, aujourd'hui, de même que la loi électorale absolument farfelue qui a été votée, qui devrait donner la possibilité aux institutions européennes d'intervenir en disant qu'on excède les cadres de toute logique mathématique et il faudrait se mettre d'accord à l'échelle européenne sur ce qu'il est possible ou pas de faire. Parce que l'allusion à l'histoire pour justifier ce genre de choses est assez fallacieuse. Parce que, comme vous le dites, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne réclamerait pas de faire voter les gens du Val d'Ost qui parlent encore français en France et qu'on déclare que tous les gens qui parlent finalement occitan devraient directement voter avec ceux qui parlent occitan encore en Catalogne et en Italie, dans un territoire à part, et pourquoi pas réinventer le Kurdistan en Europe. Florence Labruyère ? Oui, il y a une seule raison, en fait, à le fait d'offrir ce droit de vote aux Hongrois de l'étranger, c'est d'espérer qu'ils votent pour le Fidesz. Il n'y a pas d'idéologie derrière, il y a une prétendue idéologie. Mais bien entendu, il y avait un homme politique du Fidesz qui avait déclaré il y a quelques années il faut absolument donner le droit de vote aux Hongrois d'outre-frontière. Comme ça, on restera au pouvoir pendant 20 ans. Coïncidence, en préparant cette émission, je reçois un livre qui sort chez Actes Sud dans quelques jours d'un auteur hongrois, essayiste, dramaturge, théoricien de l'art, qui compte, dit la 4e de couverture parmi les intellectuels les plus importants de son pays. Il s'agit de Laszlo Foldein, et qui c'est publié en français, traduit du hongrois par Natalia Uzvaj et Charles Zambera, Mélancolie. Et c'est sur l'âme occidentale, c'est toute l'histoire de la mélancolie en Occident. Je précise d'ailleurs que le DVD du film de Lars von Trier sort aujourd'hui, Mélancolia. Et à la partie 20e siècle, et c'est étrange, hein, c'est une coïncidence, mais je vous livre quelques réflexions de l'histoire de la mélancolie sur la partie du 20e siècle de Laszlo Foldein. Le chapitre s'appelle « L'angoisse de la liberté ». Et voici entre autres ce que écrit Laszlo Foldein. La faille à travers laquelle le mélancolique passe dans le néant apparaît à l'intérieur même de l'ordre. L'obligation de créer de l'ordre va de pair avec un dégoût croissant, entraîne le respect de l'autorité et enseigne l'attachement aux liens familiaux, le respect de l'ordre moral, l'exigence de performance, le renoncement à aspirer à l'impossible. Comparé au romantique, le mélancolique du XXe siècle s'est bien assagi. Le respect de l'autorité est dans ce cas une fuite devant le néant et devant l'horreur. Seuls les mélancoliques éprouvent un véritable respect de l'autorité. Ils s'humilient sincèrement devant une personne qu'ils méprisent tout aussi sincèrement. Mais cela concerne également l'évitement des conflits, la foi dans les valeurs familiales, etc. Les signes apparemment contradictoires de lucidité et de résignation, de sensibilité et de recherche de compromis se fondent en un pour se transformer en un suicide incompréhensible ou un simple changement, une tristesse immotivée. En fait, le mélancolique est caractérisé à la fois par l'amour et par la peur de la liberté. Bravo. Remettez-vous, Marc Ouachet. Non, moi je suis parfaitement lié. Bon, c'est un Hongrois qui écrit ça sur la mélancolie, mais Oui, traduit par nos collègues Zaramba, puisque... Vous ne connaissez pas cet auteur hongrois, vous, alors? Alors, oui, cet auteur hongrois est sans doute très connu, mais il n'est pas le plus populaire aujourd'hui en Hongrie. Et ce texte est tout à fait typique d'un discours national, conservateur,
qui présente le Hongrois comme éternellement mélancolique et proche du suicide. Il est vrai que dans certaines régions de Hongrie, le taux de suicide est traditionnellement important, mais cela ne résume pas, fort heureusement pour les Hongrois, l'histoire du pays. Mais est-ce que la mélancolie est au hongrois? Est-ce que la saudade est au portugais? Non. Non, je crois pas. Non, les Hongrois ont un sens de l'humour dévastateur. Alors vous dites que cela dit, oui, vous me dites, mais vous savez, en Hongrie, on s'affole beaucoup ici en France, mais enfin en Hongrie, ils en rient plutôt. Heureusement, il y a une partie de la population, il y a toutes sortes de mouvements civiques qui sont nés sur Facebook récemment et qui sont assez drôles et qui effectivement beaucoup de jeunes. Certains mouvements sont en train déjà de se transformer en partis politiques. Alors, il y a par exemple le Front révolutionnaire de la Gousse d'Aille. Alors celui-là, je pense qu'il va rester au niveau de mouvement protestataire assez farfelu. Par contre, il y a un mouvement qui s'appelle la 4e République, qui lui est un mouvement de jeunes qui est en train de se transformer en parti social-démocrate. Alors la 4e République, en fait, lorsque Viktor Orban a gagné les élections et a parlé de révolution de l'isoloir, en disant que voilà, les Hongrois avaient fait la révolution de l'isoloir parce qu'ils avaient voté le Fidesz à 53%. Eh bien, ces jeunes, il faut dire que isoloir et cabine téléphonique, c'est le même mot en hongrois. Ces jeunes ont mis des petites affiches partout, sur toutes les cabines téléphoniques de Budapest, et chaque affiche disait « Ah, moi, je suis une cabine, mais désolé, c'est pas ma révolution. » 8h40, oui, Paul, je vous en prie, Paul Gradvold, et puis nous passons au coup d'œil de Thomas Cluzel. Oui, juste un mot pour rappeler que ce qui est très intéressant quand on observe la Hongrie aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui accède à la politique. C'est la première fois depuis 89-90 qu'on voit vraiment des nouveaux monter au pouvoir, alors qu'Orban s'appuie de plus en plus sur des vieux, d'anciens socialistes, nationalistes, socialistes du Parti socialiste ouvrier hongrois, c'est-à-dire du Parti communiste avant 89, de bonnes badernes ecclésiastiques. Et à côté de ça, la société hongroise et les jeunes générations réagissent. Le vieillissement de la Fidesz est patent. Et aujourd'hui, quand on voit dans la rue, on voit quand même beaucoup de jeunes. Et des jeunes qui ont un esprit qui est très éloigné de tout ce que nous avons dit ce matin. Oui, mais enfin quand même, en rappelant aussi qu'il y a un parti d'extrême droite qui fait de très, très beaux scores aux élections régulièrement. Le Jobbik. Qu'est-ce qu'il va faire 17%. Qu'est-ce qu'il va faire Orban avec son parti d'extrême droite? Vous rappelez, je crois que c'est vous, Florence Labruyère, que Orban a suivi un conseil très précieux d'Helmut Kohl qui lui disait, pour former, si tu formes ton parti de centre droit, l'important c'est surtout de ne jamais avoir quelqu'un de plus à droite que soi. Oui. Bon, c'est pas le cas tout de même là. Il a plus à droite que lui. Non, là il a en fait aussi. Orban a toujours joué un double jeu et il a favorisé l'émergence de cette extrême droite en lui donnant notamment énormément de place dans ses médias, parce qu'il a tout un petit empire médiatique à la Berlusconi. Il a ouvert la boîte de Pandore et il essaye de la refermer, mais il fait un peu comme Milosevic a fait avec Vojislav Šešelj, l'extrémiste, en disant en l'utilisant comme repoussoir. Orban peut se présenter comme un rempart démocratique contre l'extrême droite. 8h45, le coup d'œil de Thomas Cluzel. Voilà, avec un article donc à lire sur le site de Press Europe. Article extrait, pour la prononciation de Eiti Világazdaság, l'hebdomadaire hongrois de référence. Alors que nous dit-il qu'à Budapest, la contestation grandit contre le Premier ministre, accusé de dérive autoritaire, que la communauté internationale commence elle aussi à réagir, mais que l'opposition doit éviter de s'appuyer sur les ingérences étrangères. En clair, contre Orban, oui. Avec l'étranger, non, car même si certains estiment désormais que l'opposition démocratique, dans sa version jusqu'ici pacifique, parlementaire, est désormais impossible et décide donc de descendre dans la rue, eh bien la question est en effet de savoir quelle est la position des forces d'opposition, dites de gauche et ou libérales, vis-à-vis des pressions émanant de l'étranger. Eh bien la réponse ne va pas de soi. En un sens, c'est vrai, la destruction des institutions démocratiques pourrait justifier, étant donné le pouvoir écrasant de la droite antidémocratique, l'intervention occidentale en faveur de la démocratie. Mais, outre vouloir conserver un régime de type représentatif et constitutionnel, eh bien les puissances occidentales, et en premier lieu la Commission européenne, désirent faire adopter à la Hongrie une politique économique qui ne sert pas forcément, c'est un euphémisme, les intérêts du peuple. Le peuple hongrois, déçu à de nombreuses reprises, pourrait donc ne voir dans la cause démocratique qu'un ornement mis sur les mesures d'austérité de plus en plus lourdes provenant des puissances occidentales, soucieuses surtout de stabilité financière. Or, si la protection
des institutions démocratiques va forcément de pair avec un appauvrissement continuel du peuple hongrois, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les citoyens hongrois, eux, ne s'enthousiasment pas pour le couple restauration de la démocratie libérale et misère. D'où la position extrêmement périlleuse de l'opposition avec cette alternative, en somme, d'un côté, soutenir une politique économique et sociale qu'elle combattrait si elle était menée par le gouvernement hongrois, et puis de l'autre, se dire solidaire avec des procédés antidémocratiques et donc en contradiction avec elle-même. Plus généralement, le dilemme dans le dilemme est le suivant. Faut-il défendre l'indépendance nationale quand la souveraineté du peuple est en ruine? Et l'hebdomadaire de conclure, tant qu'il n'y aura pas de démocratie européenne confédérée, l'indépendance sera notre ultime protection. Il s'agit d'un cadre qui, dans les conditions présentes, nous permet de rétablir et plus encore de réinventer la souveraineté du peuple. C'est dans l'intérêt du peuple hongrois. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, mais c'est l'article que vous citiez également. Oui, c'est le même. On a la même source, je suis désolé. Voilà, Brice, oui. Alors, Paul Gradevol. Oui, je voulais revenir sur un point de l'utilité de la Jobbik grâce à la nouvelle loi électorale. Ça change tout. Orban a tout intérêt à avoir un parti d'extrême droite qui serve de défouloir. Ça garantit l'impossibilité pour la gauche de pouvoir faire quoi que ce soit face au Fidesz. Et donc, il mise réellement là-dessus. Florence Labruyère. Alors, ce sont les derniers mots, hein, mais cela dit, bon, on décrypte cette situation-là actuellement, même si vous nous dites qu'il y a une jeunesse qui est pleine d'avenir, la situation quand même est terrible, non? Parce qu'il y a des gens qui vont en payer de gros pots cassés. Non, mais si on pense par exemple à toutes les communautés tziganes, hein, oui. Aux SDF, qui sont sanctionnés, ils sont passibles de prison s'ils mendient. Oui. Il y a un travail minimum contre 150 € par mois pour les Roms, mais qui sont, je crois, extrêmement exploités, pourchassés. Enfin, c'est très compliqué quand même, cette histoire. Oui, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude. Il y a aussi des raisons d'espérer, je pense. Par exemple, il y a eu une énorme manifestation le 23 octobre dernier. Il y avait aussi près de 100 000 personnes. Le 23 octobre, c'est la fête nationale. C'est l'équivalent du 14 juillet en France. Aucun membre du gouvernement n'était à Budapest. Ils avaient tous fui à l'étranger. Un gouvernement qui a peur du peuple, c'est pas très bon signe pour lui. Paul Gradevol. Et on peut aussi interpréter l'article cité par nos deux amis ici présents de HVG, donc le grand hebdomadaire, le principal hebdomadaire hongrois, malgré son titre très économique, comme l'affirmation du fait qu'il y a encore en Hongrie des gens qui disent « mais on veut s'en tirer tout seul et on veut résister à Orban ». Parce que c'est quand même le meilleur journal hongrois aujourd'hui de façon incontestée.